L'enjeu est énorme. Qui sait alors comment réagira la population? Vont-ils fuir? Se barricader? Personne ne le sait, car jamais la résistance ne s'est montrée au grand jour. Aux abords de la ville, les premiers visages. Des sourires qui s'esquissent, des femmes courageuses qui ne cachent plus leur émotion, des enfants, eux aussi, inconscients du danger. À mon commandement! En colonne par 3! En avant! Marche! À gauche! Gauche! Dépôt de gerbe! Les vainqueurs de demain aux vainqueurs de 14-18. Roman Petit n'en espérait pas tant. Sur la place, Aux morts! derrière les drapeaux, les habitants d'Oyonnax affichent leur soutien. Inconditionnel, sans arrière-pensée. Les premières mesures de la Marseillaise effacent l'espace d'un refrain, la peur et l'humiliation d'une population qui se tairait et se taisait. Le temps de quelques heures, les habitants d'Oyonnax ont bien cru que la libération avait commencé. Un mois plus tard, ces images parviennent à Londres. Elles vont bouleverser l'opinion des pays alliés et devenir le symbole d'une résistance qui s'est organisée militairement, qui s'est unie derrière De Gaulle et qui peut compter sur la population. Fin 1943, la résistance regarde vers l'Angleterre dans l'attente du jour J. La résistance retient la leçon. Elle accélère l'unification de ses forces armées sous l'étendard des FFI, les forces françaises de l'intérieur. Les nouvelles recrues se comptent par dizaines de milliers, souvent des jeunes, qui, voyant venir le combat suprême, prennent à leur tour le risque de mourir. Les armes cachées au moment de la débâcle de 1940 ressortent miraculeusement. La résistance se prépare au combat final. À Londres, Winston Churchill accepte enfin d'armer les maquis. Ici, Londres. Message très important pour le chef de Gaël. Attention, il va pleuvoir bougrement ce soir. Au printemps 1944, les parachutages d'armes deviennent massifs. Le ciel s'emplit d'espoir. Pourtant, les bombes pleuvent sur la France. Pour préparer le débarquement, les Alliés pilonnent les cibles stratégiques allemandes. Les dégâts sont terribles. Orléans, Le Havre, Rouen, Nantes, Rennes, la région parisienne. 60 000 morts, des centaines de milliers de blessés, autant de sans-abri. Comment comprendre que la victoire est à ce prix? Malgré les drames humains, la confiance envers les Alliés reste intacte. Les idéaux des résistants, leurs sacrifices, ont donné à ce peuple qu'on croyait anéanti la force indispensable pour la bataille à venir. L'armée des ombres est maintenant prête à l'action. Elle n'attend plus qu'un ordre, un grand discours. Ils l'entendront le 6 juin. Tandis que les Alliés débarquent, la plus incroyable force de tous les temps, sur les ondes de la BBC, retentit la voix du général de Gaulle. La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif. Le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France
et c'est la bataille de la France. Quelque chose d'inouï s'empare du pays. L'insurrection générale commence. Aux quatre coins du pays, des centaines de milliers de volontaires se soulèvent contre l'occupant. Un vent de libération souffle sur la France. En quelques heures, les plans de sabotage sont tous exécutés. Le plan rouge, sabotage des communications. Le plan bleu, sabotage des réseaux électriques. Le plan vert, sabotage des transports. La France devient un immense champ de bataille. Partout où il se trouve, les maquisards harcèlent les colonnes nazies. Ils sont 4000 à se battre dans le Vercors, 3600 au Mont Mouchet, dans le Puy-de-Dôme. Des dizaines de milliers de FFI libèrent le Limousin. La résistance intérieure fera le travail de 15 divisions, dira le général Eisenhower. Elle en paiera le prix. Car dans les jours qui suivent, les Allemands se réorganisent et reprennent les villes libérées. La barbarie nazie se déchaîne avec une cruauté sans bornes. Représailles de masse. Revanche meurtrière. À Tulle, à Oradour-sur-Glane, à Vaissus en Vercors. Ils furent pendus, le corps à l'appui sur une jambe, jusqu'à ce que la fatigue et l'engourdissement les contraignent à s'étrangler eux-mêmes. Les martyrs de Bourg-en-Bresse, les 110 de Saint-Genis-Laval, ceux de la place Bellecour, ceux de Dortan. Et enfin, à la mi-juillet, les Américains percent les lignes allemandes. Depuis la Normandie, s'élance la fantastique vague alliée qui déferle sur la France d'ouest en est et libère le pays. Mais à Lyon, Toulouse, Marseille, Paris, on n'attend pas l'arrivée des Alliés. Limoges sera la première grande ville de France à restaurer la République. La résistance veut une insurrection nationale, la libération des Français par les Français. Mais il n'y aura pas d'insurrection nationale. Les combats de rue seront l'œuvre de ceux qui savent tuer et mourir. Mais que c'est beau tout de même, une ville qui se libère. Malgré les combats violents, il n'y aura pas de guerre civile. Les résistants prennent le contrôle de tous les lieux de pouvoir abandonnés par les hommes de Vichy en fuite. En août 1944, la résistance incarne bien une volonté nationale. De Gaulle en est le chef. Les Alliés qui espéraient administrer la France à la libération sont placés devant le fait accompli. La France avait tout perdu. Grâce à la résistance, elle s'est retrouvée. Durant ces années noires, les résistants ont réinventé les valeurs de notre identité nationale. Républicaine, démocratique, antiraciste, sociale.